Sí. Sí, para francés éramos 2, por favor. Sí, Juliet. Gracias. ¿Y quién más? Claudia. Claudia, pero todavía no se conectó. Sí, 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 está ahí, pues está hablando con el chat. Así que- Ah, Claudia Iglesias, ahí está. Ajá, gracias. Listo, ahí la agrego. Adrián entró. Me están diciendo que Adrián quiere entrar. Hola, ¿Hay habla alguna- Claudia. Estoy agregada, pero no tengo la opción de intérprete. Perfecto. Ahí. Ya, Claudia. Sí, creo que hay que reiniciar la interpretación. Ahí voy, sí. Y lo vi a Juan López para Sí, sí, lo habilitarlo. acabo ¿Alguien la ha de visto? habilitar. Yo también lo acabo de ver. Muchas gracias. No molesto más. No, no, no hay drama, Pablo. Tenemos como 10 minutos, que es una eternidad para estas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Ahí está, listo. Claudia. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Simplemente chequeando que mi micrófono ande, sí, creo que se escucha, ok. Y voy a compartir un PowerPoint solamente, quizás alguien deba darme como la posibilidad de poder hacerlo, simplemente eso. Gracias. Deberías poder, Esteban, no tendrías que tener problemas. Si querés probar. ¿Cuánto soporte técnico, no? Bien. A ver, ¿puedes hablar, Fabiola? Porque no se te escucha, me parece. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Sí. Un poco bajito, pero se escucha, se escucha. Ahí, Claudia, ¿pudiste? Está como espectador Luis Moreno, pero es uno de los comentaristas al final. ¿Lo podrían ingresar como Sí, por supuesto. Sí, sí. panelista? Gracias. Ahí lo tengo. Ahí le tendría que haber llegado una invitación. Sí, sí, acá lo veo conectado, no sé por qué levantó Ahí la está. mano. Ahí está. Bien, de panelistas me falta solamente Nelsi. Voy a enviar un Hola, mensaje. Hola Luis, ¿qué tal? hola, Buen día. ¿cómo ¿Me escuchás? están? Buenas tardes, te escucho bien, ¿sí? Creo que me Genial. habían mandado un link de participante. Por eso los veía, los escuchaba, pero creo que no me Pero veían. nosotros a vos no. No, sí, sí, sí. Ahora sí, Se ok, definió esa listo. modalidad por temas de seguridad y evitar ataques. Ok, perfecto. ¿Cómo están, Esteban, Fabiola, Adrián? Gusto Hola. verte, Esteban. Hola, Lucho. ¿Qué tal?
Hola Lucho, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Bien, bien. Una oficina nueva, Lucho, ¿viste? Sí. Esteban, Luis y Nelsi. Isso, para Nelcy já enviei mensaje, Ana. No sé si me escuchan bien porque Sí, te escuchamos perfecto. ¿Quién va a moderar vos, Fabiola? yo y Adrian, pero Adrian arranca, ¿no? Sí, sí, en el arranco segundo yo bloque, eso. y te voy a dar la palabra cuando Esteban termine y hablamos la parte de preguntas. Ahí te doy ingreso a vos para que puedas moderar las preguntas y respuestas y ya ahí seguís. ¿Parece? Perfecto. Sí, de acuerdo. Y Esteban, tenés 20 minutos y cuando te falten 5 te interrumpo y vemos por dónde vas. Ok. Sí, ¿y el orden de exposición? No, estás vos solo. ¿Nelsi y Luis no van a presentar o a hablar? Sí, pero después de vos y de las preguntas. Después, ok. Sí, sí, sí. O sea que vos arrancás y me das el pase para que yo presente el documento. Exacto, y después abrimos una ventanita de preguntas y respuestas y después Lucho y Nelsi comentan no solamente el trabajo, sino también, bueno, un poco más la agenda de financiamiento educativo y justicia fiscal, etc. Y cerramos. Tenemos 1 hora 15 y creo que nos cortan, ¿no? ¿Es así? ¿Tengo entendido eso? Así que... Tampoco tan malo. Les vamos Tampoco tan avisando. malo. Les quería avisar eso. Por el chat de acá yo les voy a ir avisando cuando falten 15 minutos, 10 minutos, así hasta ese momento van relajados y ahí le meten pata. Si hay preguntas o comentarios que puedan surgir de la transmisión en vivo en YouTube, se las voy a pegar también acá en el chat para que puedan compartirlas con el expositor y las expositoras. Y un tema que tenemos es, hay interpretación con lengua de señas, con lenguaje de señas, que cuando se comparten pantallas, en este caso que Esteban va a compartir una presentación, no nos deja el Zoom, no nos permite poner al intérprete, porque pone la pantalla compartida. Si yo, por ejemplo, miren, si yo hago así, ¿puedo compartir ahora? Sí, a ver. Porque me pasa algo similar con las clases cuando doy. Entonces, yo lo que hago con las clases es esto, pero lo hago en Meet. ¿Lo achicás? Sí. No le doy la pantalla completa. ¿Ustedes lo ven ahora? Sí, lo vemos, pero tiene que ver con el compartir y no con la totalidad de la pantalla, ¿no, Vladi? Claro, no, por más que él comparta pantalla, o sea, dentro de lo que es la transmisión de YouTube, lo único que se va a ver va a ser el PowerPoint. No se ve ninguno de los oradores y tampoco el intérprete. Entonces, que yo haga esto es lo mismo para ustedes. Es lo mismo. No, es mejor, es lo mismo sí, para eso es lo mismo y va a quedar es mejor. lo mismo porque Zoom decide qué enviar y nosotros no lo podemos modificar. Es Entonces, algo yo propio de Zoom. puedo ampliar toda la pantalla y es lo mismo para la transmisión. Hasta donde sé, si comparten pantalla y destacan a una ventana que puede ser el intérprete, se ve chiquitito al lado de la pantalla compartida. Una sola pantalla que es la destacada. ¿Podemos probar eso, Vladi? Entonces, en vez de que lo muestre a Esteban, muestra al intérprete. Probémoslo, volvé a compartir la pantalla que yo... O sea, no él. Si se ve Esteban, no se ve el intérprete. Claro, no. Ponele, te destaco a vos, Pablo, ponele ahora para probar. Ponele. Ahí te anclé. Anclar no, destacar. No anclar, anclar es para vos, destacar es para todos. ¿Quieren que lo probemos? Yo comparto la pantalla y lo quieren... Dale, probar. por favor. Dale, pasa que acá nos va a dejar verlo acá. Ahí estoy destacado yo. Pero nosotros lo estamos chequeando desde YouTube, Ani, tranqui. Bueno, ahora compartí. Ahí compartí la pantalla. ¿Y ahí qué se ve? Espera que tarde un ratito que YouTube se tome su tiempito. Porque hay como ahí 20 veo segundos de delay. Ahí está, perfecto, sí. Bien. Pablo. Bien, Pablo. Me encantó. Bien, Pablo. Me sentí alta data, mil gracias. Colaborador. Bien. Lo único que necesitaríamos ya saber, eran Pablo, 20 minutos. Lo único que necesitaríamos saber, Pablo, de antemano es cuál de Juan, los intérpretes... ahí me eliminé yo de destacado que no me soporto ver ahí. Arranca Juan 13 a 13:15. 13:15 te prende Melitón
y cada 15 minutos vamos cambiando. Bien. O sea que no sé en qué momento va a compartir Esteban. Si agarra el compartido en la mitad del tiempo de 15, 30, seguimos el que está. No lo vamos a Perfecto, cambiar. entonces cuando Esteban arranca a hablar, el que esté es al que establecemos. Exacto. En cuanto se prende, se apaga y no vamos a apagarnos en el camino, salvo que dure mucho la presentación. Perfecto. Si necesitan cambiar en el medio, simplemente que alguien prenda el micrófono, me avisa, esperamos, eso es 1 minuto, esperamos y seguimos. O sea, porque para ustedes también es difícil tanto tiempo, tanta concentración, entonces simplemente que alguien avise. Esto lo puede ver Vladi, hacemos... Si vos, Vladi, ves todas las cámaras y ves que se prende el otro intérprete, avisale de alguna manera o deja de compartirle vos la pantalla, cambian de intérprete, vuelve a compartir y sigue. ¿Está bien? Perfecto. Dale. Me encantó. Me apagó. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, voy a intentar hablar en el idioma menos porteño que se pueda, para que se pueda hacer una traducción. Háblame bien porteño, lo más porteño que te salga. Okay. No, piensa en los otros traductores. Nelsi, muy bien. Ahora veo como grande y nos veo a todos al costado. ¿Queda alguien compartiendo pantalla? ¿Qué pasa? No, fíjate que tenés la posibilidad de cambiar la vista, Ani. Claro, fíjate. Arriba tenés un cosito que Sí, dice pero vista. me la habían cambiado ustedes. ¿Qué pasó? No, nosotros nunca haríamos eso. Cuando No, lo que pasa es que cuando se puso como destacado él, pasó a primer plano y después volvió para atrás. Estamos a 1 minuto. ¿Cómo venimos? Fabiola, Adrián, ¿les parece? Bien. ¿Estamos para arrancar? Sí, dale. Bueno, ahora, ¿algún Nosotros, comentario? dos Blay, consideraciones. Sí. Bueno, primero procure micrófonos apagados y cámaras apagadas, salvo cuando estén hablando. Así podemos dar prioridad en términos de cámara a los intérpretes y hay menos cuadraditos, se ve la imagen más grande y queda mejor. Nosotros podemos apagarles las cámaras, el problema es que después para que les vuelvan a prender los vamos a tener que activar nosotros, entonces es mucho más fluido si cada uno se acuerda de apagar su cámara y listo. ¿Cómo me doy cuenta que ya arrancamos? Yo voy a empezar a contar de 10 hasta 5 y vos después seguís para adentro de 5 hasta 0 y ahí estamos en vivo. Bueno, dale. ¿Vos arrancás hablando, Adrián, entonces? Sí. Perfecto. Bueno, éxitos. Fabiola, Adrián, yo les escribo cualquier cosa por chat. Perfecto. Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bonjour. Soyez les bienvenus dans ce panel du Congrès régional d'expérience éducative 2021 qui s'appelle Fiscalité, dette et financement dans l'éducation et pour l'éducation, contre l'éducation lucrative en Amérique latine. C'est le 2e jour de congrès organisé par la Fondation CES, le réseau CLAD et d'autres institutions. Et les acteurs principaux sont 2 univers a priori parallèles, mais que vous allez voir à la fin de ce panel comment ils se touchent et ont une relation à laquelle nous devons faire attention. Je m'appelle Adrien Falco, je suis membre de la Fondation CES et actuel secrétaire du réseau de l'Amérique latine et des Caraïbes. Avant de présenter ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui avec la présentation de ce rapport que nous avons fait avec CLAD et le réseau et le réseau fiscal, je voulais introduire cette idée des systèmes fiscaux et pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler. Et basiquement, essentiellement, par le biais des impôts, ce système redistribue ou réunissent des ressources à distribuer auprès de toute la population. Donc, en fait, ça revient à parler d'une société démocratique, stable, inclusive. Et quand cela n'arrive pas, quand les systèmes fiscaux ne sont pas au service des peuples, c'est tout le contraire qui se passe. Et les systèmes
de budget public finissent par se définancer et on a les problèmes de manque de financement. Les systèmes fiscaux en Amérique latine, dans tous les pays, sont un territoire de dispute, de lutte pour l'excédent. Et ce n'est pas sans importance. Les systèmes fiscaux en Amérique latine sont régressifs, ce qui veut dire que ceux qui ont le moins payent le plus. Et donc, si ceux qui ont le moins payent plus, tout l'investissement en politique publique, ce sont les citoyens qui le font, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être les grandes entreprises, les entités globales qui gagnent le plus. Ça devrait être ceux qui payent et soutiennent le financement de l'éducation, des politiques publiques et autres. Je disais donc qu'en Amérique latine, les systèmes fiscaux sont régressifs parce qu'ils taxent la consommation et pas le patrimoine et pas les gains. Et c'est différent dans les pays avancés où la consommation est moins taxée que le patrimoine et les profits. Et les entreprises dans notre région payent peu ou pas ou bénéficient d'avantages fiscaux qui finissent d'une certaine façon par nous empêcher ou sans nous donner l'accès aux politiques publiques de qualité. Je vous donne une information qui me semble révélatrice. En 2017, et d'après l'UNESCO, l'Argentine a investi en éducation 5,4% de son PIB. Et la même année, et ce sont des données estimées par des organisations qui font ce travail, l'Argentine n'a pas perçu 24 milliards de dollars à cause de l'évasion. Cela représentait 4,4% du PIB argentin. La donnée importante, c'est que 80% de l'investissement en éducation est parti à l'extérieur dans des paradis fiscaux parce que les entreprises multinationales n'ont pas payé d'impôts. Donc, 80% de l'investissement en éducation en 2017 est parti dans des paradis fiscaux. Et c'est une information très importante dont il faut tenir compte. L'Argentine aurait pu doubler l'investissement en éducation et ça n'a pas été possible. Alors, à partir de à partir des réseaux, nous demandons que l'État régule l'économie et qu'il promeuve des salaires justes, qu'il ait plus d'outils pour lutter contre l'inégalité. Et pour finir, et pour donner la parole à Esteban Serrani, je voudrais mentionner une donnée qui nous paraît très importante. Cette alliance stratégique entre CLAD et les réseaux, etc., est en action depuis des années pour parler de ces sujets. Et maintenant, on a enfin un rapport qui parle de ce sujet et on peut commencer à le relier. Ce sont des univers qui se touchent, ce ne sont pas des univers parallèles. Et ceux qui luttent pour des systèmes fiscaux et pour le financement, un plus grand financement de l'éducation et sont en faveur d'une réforme intégrale. Donc, nous allons parler maintenant de tout ça avec Esteban, une étude comparée que nous avons faite avec le Guatemala, avec le soutien de CLAD et le réseau fiscaux. Ça s'appelle étude de financement public en Amérique latine. Et après l'intervention d'Esteban, nous allons ouvrir et commencer les questions et je vais inviter ma collègue Fabiola Muñoz de CLAD pour qu'elle nous accompagne dans la modération et aussi pour qu'elle puisse présenter le deuxième panel où Luis Moreno de Latinlab va pouvoir intervenir. Je donne la parole à Esteban Serrani, docteur en sciences sociales de l'UNA et professeur de l'Université nationale de San Martín. Esteban, tu as 20 minutes et quand il manquera 5 minutes, on va te prévenir. Merci. Merci, Adrian. Bonjour à tous et à toutes. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous et de vous apporter la première présentation de ce document que nous avons écrit dans la première partie de l'année et dont le titre est « Financement éducatif et justice fiscale ». Je remercie en particulier la CLAD
les réseaux de justice sociale en Amérique latine et Caraïbes, la Fondation CES d'Argentine. Le premier point que j'aimerais exposer, comme disait Adrien dans la présentation, les problématiques économiques et financières sont souvent loin des discussions au sujet de l'accès à l'éducation, de la qualité de l'éducation, la formation des enseignants, etc. Ce sont des domaines thématiques qui, d'habitude, ne sont pas articulés dans la discussion publique. D'un côté, le domaine des économistes et d'un autre côté, le domaine des éducateurs, des formateurs et autres disciplines des sciences sociales. Cependant, comme disait Adrien, à chaque fois qu'on essaie d'avancer dans une discussion à propos du financement de l'éducation, une seconde, quelles sont les réponses qui apparaissent? Non, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas de revenus, on n'a pas de ressources. Et il n'est pas possible d'augmenter le budget qui est déjà attribué à l'éducation. Si on le fait, il faudra couper des subventions dans notre secteur. Et la dernière question, c'est quand on parle avec d'autres, avec le ministère de l'Éducation ou avec les décideurs en domaine d'économie, ils disent « Et d'où voulez-vous qu'on prenne l'argent » C'est important d'augmenter les fonds d'éducation, mais d'où voulez-vous qu'on tire cet argent? Alors, la pertinence de ce travail a à voir avec le fait que pour augmenter le financement de tout type, et dans ce cas de l'éducation, il est nécessaire que la communauté éducative régionale connaisse le lien entre la structure fiscale actuelle et le manque de financement de l'investissement public. Et c'est pour ça que nous avons réalisé cette première approche de la relation entre ces deux sujets. L'objectif de ce travail, c'est d'ouvrir une recherche qui puisse être reproduite au niveau régional sur l'impact qu'ont les flux financiers illicites et l'abus fiscal entrepreneurial sur les budgets éducatifs dans 2 cas d'études qui sont l'Argentine et le Guatemala. 2 cas de 2 régions, Amérique centrale, Amérique du Sud, et 2 pays avec des structures fiscales et économiques différentes. Donc, une première étude pour pouvoir avancer à ce sujet. Tout d'abord, voyons quel est le problème. Il faut identifier le problème. Il y a un ensemble de transformations dans le secteur économique global au cours des 4 ou 5 dernières décennies qui sont liées à la globalisation financière depuis 1980, la globalisation de l'économie autour des chaînes globales de valeur, la délocalisation de la production économique, des entreprises qui ont tout le processus de production et tout ce qu'il faut pour produire un produit ou fabriquer un produit ou un bien dans de nombreux pays. Et ensuite, l'internationalisation des rapports de travail. Et pour finir, l'apparition de ce qu'on appelle les économies offshore, les cachettes fiscales, l'opacité du système financier autour des sociétés offshore. Qu'est-ce qui a produit tout cela? Cela a produit l'apparition d'un nouveau agenda global pour étudier comment ces pratiques économiques, du nouveau modèle économique de valorisation financière, de chaînes globales et de délocalisation de la production économique. Ces nouvelles pratiques ont un effet d'érosion sur les structures fiscales et réduisent les revenus publics des États nationaux, en particulier critiques dans les pays en développement. Il y a une logique de fonctionnement dans le système économique qui crée une distance de plus en plus importante entre les États et leur capacité à réunir des fonds et les flux. Et c'est pour ça qu'il faut étudier l'évasion, l'élusion fiscale et les flux financiers illicites. L'évasion fiscale. Je ne vais pas entrer dans ce qui est spécifique pour chacun. Vous pourrez lire le document et l'ensemble des discussions qu'il y a autour de ces 3 points.
Mais ce que je veux mentionner en particulier, c'est que l'évasion, l'élusion et les flux financiers sont des facteurs structuraux qui permettent d'expliquer la persistance des inégalités et le retard du Sud émergent par rapport aux pays développés. Et autour de ces sujets, il y a des grandes discussions sur quel type de pratiques abusives il est nécessaire de réguler et comment mesurer ces pratiques qui sont opaques et comment estimer la perte de ressources des pays du Sud global face à ces pratiques d'évasion, d'élusion et qui sont à la limite entre ce qui est illicite, illégal et immoral. Et par ailleurs, les impacts. Cependant, le manque de ressources est un empêchement pour le respect du droit à l'éducation. C'est sur ça que nous voulons exagérer. C'est ce que vise cette présentation. Et c'est pour ça qu'il faut repenser la relation entre économie et société, entre système de production et structure fiscale et investissement social, en particulier en éducation dans ce cas. Alors, quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons établir un nouveau lien entre économie et société, système fiscal et structure de production et financement de l'éducation. Et il s'agit essentiellement de voir comment générer plus de ressources pour l'éducation. Et l'objectif est de comment augmenter la participation de l'éducation dans le PIB. Et ça, c'est le premier graphique qui montre deux pays. L'Argentine, bien que l'investissement soit presque le double de l'investissement du Guatemala, au cours de ces 5 dernières années, l'investissement de l'éducation a diminué par rapport aux Pays-Bas. Et au Guatemala, bien qu'ils investissent la moitié que l'Argentine, cet investissement a augmenté au cours des années. Mais quand on regarde l'investissement total en éducation au cours de la dernière décennie de l'Argentine et le Guatemala, nous voyons que la ligne bleue, qui est le Guatemala, et qui a un total sur l'axe de droite, a augmenté et a presque doublé au cours de la dernière décennie. Alors que, et cependant, nous sommes très loin de l'investissement de l'Argentine et de la moyenne latino-américaine. Et l'Argentine, bien qu'elle ait beaucoup investi au cours des dernières années, ça a beaucoup diminué, cet investissement a beaucoup diminué. Et ça, c'est le dernier point. C'est pour réfuter cette hypothèse. Souvent, quand on aborde la discussion de d'où trouver les fonds, plus de fonds pour l'éducation, on identifie l'aide de développement, l'aide que les pays destinent aux pays en retard. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'en Argentine, l'investissement de l'éducation en termes officiels est marginal. Et au Guatemala, pour l'année 2013, c'était presque 1 point du PIB et cependant, aux dernières années, ça s'est tombé presque à un demi-point du PIB. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut plus de ressources et la participation de l'aide au développement est marginale. C'est-à-dire, comment mettre en lien les structures tributaires pour le système d'enseignement. Et là, on a l'un des obstacles qui est l'informalité croissante à laquelle on s'achoppe. Il y a une augmentation des impôts, mais pour qui? Nous avons ici 2 pays sur ce graphique, l'Argentine et le Guatemala. Pour l'Argentine, nous avons une pression tributaire qui est le total des impôts sur le PIB qui est assez élevé, environ 30% jusqu'en 2016, et puis 2017 et 2018, on voit une certaine chute sous 30% à peu près. Guatemala est bien en retard sur ce graphique par rapport à la pression tributaire de l'Argentine. Mais ces 2 économies, et notamment le Guatemala, sont fortement informelles dans la structure du marché du travail.
Donc, dans ce cas, la capacité de percevoir des impôts est très limitée. Et en outre, en plus de cette informalité croissance du marché du travail, à cela s'ajoute que le système tributaire est extrêmement régressif. Voici sur ces deux barres les différents types d'impôts au Guatemala et en Argentine pour l'année 2018. Dans ces deux pays, nous avons près de la moitié des impôts perçus sont des impôts tributaires indirects, c'est-à-dire TVA, impôt sur la consommation, etc., que nous payons tous quand nous achetons des vêtements, des médicaments, etc. Et c'est régressif car un même pourcentage tributaire sur ce bien ou sur ce service de consommation est payé par les couches les plus aisées et les couches les plus défavorisées. Donc, la régressivité du système fait que les systèmes vulnérables payent finalement plus que les autres. Deuxième partie de la présentation. Quelle est la possibilité de cela? Et que les effets, les résultats, les propositions que pourrait avoir une stratégie nationale d'augmentation de la fiscalité, on pourrait avoir cela en trois sens. Un impôt à la propriété des immeubles. Nous savons tous que dans nos pays, l'évaluation fiscale des propriétés est toujours ou presque toujours significativement plus faible que la valeur du marché. Mais les impôts sont payés par rapport à la valeur tributaire des impôts. Donc, si l'on pouvait avancer vers une amélioration de la tributation des impôts sur les propriétés, eh bien, on pourrait avoir davantage de ressources dans les arches fiscales. Ensuite, petit b, l'impôt sur les grandes fortunes des individus. Les grandes entreprises payent des impôts, mais les richesses des personnes, des individus, sont marginales. Et donc, ici, il y a la question des structures offshore, c'est-à-dire des richesses qui vont être cachées dans des havres fiscaux, dans des paradis fiscaux. Et donc, surtout les pays les moins avancés ont peu de ressources pour pouvoir taxer ces richesses. Ensuite, le C, nous avons l'augmentation des impôts sur les abus corporatifs. Par exemple, payer des impôts sur les sièges qui permet une rétraction de la capacité de percevoir des impôts dans le sud global. Donc, les estimations des méthodologies qui sont décrites dans ce travail, et l'on voit que l'impôt sur la propriété des immeubles et l'impôt sur les grandes richesses surgissent d'un travail réalisé par l'ATINDAD et l'augmentation de la fiscalisation vient de la méthodologie de travail de Tax Justice Network, qui est une société internationale qui a son siège en Angleterre. Pour l'année 2019, si nous pouvions appliquer ces trois modifications, ces trois améliorations des impôts, eh bien, les ressources atteindraient 9 milliards de dollars en Argentine et pareillement au Guatemala, un chiffre très élevé. Et pour le PIB, ce serait une augmentation de 41% pour le budget de l'enseignement en 2019 en Argentine et de 34% pour le budget pour l'éducation au Guatemala. Alors, quelques idées. Comment pourrait-on destiner ces ressources fiscales si nous pouvions améliorer donc cette fiscalisation des biens
des propriétés et des richesses, des fortunes, des grandes fortunes et réduire les abus des grandes sociétés. Voici trois scénarios, trois possibilités, scénario maximum, moyen et minimum. Dans le scénario maximum, tout ce qui est recueilli va à l'éducation. Dans le minimum, voilà, tout est indiqué. Le 15% serait dédié à l'éducation. Premier point, ensuite, cet investissement complémentaire pourrait être dirigé à financer un revenu universel par élève en Argentine et Guatemala. Selon le scénario moyen, chaque élève pourrait recevoir en Argentine 34 $ par mois et au Guatemala 5,6 $ par mois, c'est-à-dire plus de 70 $ par an au Guatemala et près de 400 $ par an en Argentine pour le scénario moyen. Si l'on pouvait destiner 50% de ce potentiel de ressources complémentaires à l'enseignement. Tu as 5 minutes. Oui, je termine. Si, ça c'était quant au revenu éducatif universel. Si nous parlions en termes de nombre d'enseignants supplémentaires pour l'enseignement public, eh bien, pour financer, nous pourrions financer 430 000 enseignants supplémentaires pour le scénario moyen en Argentine et 40 000 enseignants supplémentaires au Guatemala, avec ces ressources. Par exemple, donc voilà, donc on peut augmenter les effectifs d'enseignants, permettre un revenu éducatif universel par élève, etc. Et les enseignants supplémentaires cela peut, mais améliorer la qualité de l'éducation. Et pour finir, alors, de combien est-ce que l'on pourrait augmenter par année l'investissement par élève? Pour le moyen, donc sur les 394 $ investis par élève au Guatemala, eh bien, on pourrait investir 67 $ de plus pour le scénario moyen jusqu'à atteindre 461 $ par an et par élève au Guatemala. Et le scénario maximum, on atteindrait 528 $ par élève et par an, et pour le minimum, 414 $ par an et par élève. Pour ce qui est de l'Argentine, nous pourrions investir dans le scénario moyen jusqu'à 410 $ de plus par élève et par année sur les 1981 $ qui sont investis chaque année. Donc, c'est une moyenne, ceci c'est pour l'année 2019. Et donc, on pourrait investir 410 $ de plus pour avoir 2391 $ par an et par élève et ainsi améliorer la qualité de l'éducation que reçoivent ces élèves. Pour résumer, je pense qu'il est essentiel de créer ces ponts, de tisser ces dialogues et recréer un programme qui puisse tenir compte de ces études sur l'économie et le système de fiscalisation pour mettre en lien la régressivité du système fiscal et ces différents facteurs de la structure économique qui créent la régressivité du système fiscal et voir comment est-ce que ceci est un obstacle pour mettre en œuvre un véritable financement de l'éducation dans le système, dans le Sud global. Et ces deux programmes doivent être liés, doivent être mis en commun. Il faut créer une nouvelle discussion et produire des documents, des projets de recherche critiques pour qu'au moment de discuter avec ceux qui prennent les décisions au niveau du gouvernement, eh bien, que nous puissions réellement obtenir les ressources dont nous avons besoin pour améliorer la qualité de l'enseignement en Amérique latine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esteban. Ce rapport est vraiment
impressionnant sur ce que nous pourrions faire. Nous avons des propositions concrètes, donc merci beaucoup. Alors, 2 petits éléments. Ceci est un problème structurel et ce n'est pas un problème uniquement au Guatemala et en Argentine. Ce problème est présent dans toute la région et donc nous devons aller vers un nouveau paradigme économique et financier qui soit transparent dans la région. Je pense que probablement Luis et Nelcy en parleront. J'aimerais donner la parole à Fabiola, remercier Esteban. Je donne la parole à Fabiola Munoz qui a quelques questions pour Esteban et ensuite nous passons à la suite. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Fabiola, coordinatrice des communications de la campagne latino-américaine pour l'éducation à la CLAD. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. J'ai eu le rôle d'être la modératrice des questions. Comme je n'ai pas encore de commentaires, j'aimerais faire moi-même quelques commentaires. Cette présentation était très intéressante. Nous avons lancé un document aujourd'hui et j'aimerais souligner que ce document est disponible. Vous le trouvez sur le site web du CLAD à l'adresse www.redclad.org. C'était un plaisir pour moi de participer. Et tout d'abord, j'aimerais demander à Esteban quelles réformes pourraient être mises en place pour modifier ce scénario négatif de financement que tu as présenté. Merci, Fabiola, de ta question. Alors, je pense que il y a des différents programmes qui peuvent être mis en lien. Il y a un ensemble d'organisations de la société civile qui, depuis 2 décennies, nous demandent de reformuler l'architecture financière. Et dans cette nouvelle architecture financière internationale, ce qui apparaît, c'est d'une part qu'il faut doter les pays du Sud global d'une nouvelle voie afin de pouvoir discuter avec eux sur la fuite d'argent, de capitaux et la logique de ce système offshore et ce monde de l'opacité financière. Pourquoi est-ce qu'il faut de nouvelles règles pour réglementer cette situation? Je parlais de l'Argentine, mais grosso modo, on peut dire qu'il y a une équivalence entre, il y a un stock en milliards de dollars à l'étranger et qui est l'équivalent à la dette externe historique en Argentine. Donc, la logique de fonctionnement du système international qui empêche de taxer ces grandes fortunes offshore, eh bien, c'est l'une des principales réformes qu'il faut mettre en œuvre et nous devons aller aux Nations Unies pour continuer d'insister pour que les Nations Unies soient un forum pour discuter de manière multilatérale avec les différents États pour que les États puissent taxer ces fortunes offshore. Ensuite, nous devons forger un pouvoir social, constituer un pouvoir social. Pourquoi? Eh bien, car les propriétés ont une valeur fiscale et une valeur de marché. Nous savons tous que la valeur de marché est bien plus élevée. Donc, il faut créer ces mouvements, mettre les choses en marche pour commencer à taxer les propriétés par leur valeur de marché. Le 3e point, ce sont les fortunes individuelles. Pendant la pandémie, ce point a vraiment fait surface et l'Argentine a réussi à taxer les grandes fortunes pour une fois uniquement en raison de la pandémie. Je pense qu'en ce sens, il faut essayer de comprendre ces problématiques, ces sujets et comprendre, cerner les liens
entre ce qui se passe dans le domaine économique, qui très souvent est très technique, difficile à comprendre, etc., et comment est-ce que cela est lié au moment des dialogues avec les fonctionnaires de l'éducation. Eh bien, on voit très souvent, on fait des demandes et les décisionnaires, les preneurs de décision nous disent « Oui, c'est très joli, mais il n'y a pas d'argent. » Donc, il faut essayer de lier ces deux programmes et lancer des discussions, des dialogues, créer des forums pour travailler sur ces problématiques. Merci Esteban. Nous avons reçu une autre question qui va dans le sens de savoir comment ça se passe en Europe en ce qui concerne la collecte des impôts. Pourquoi est-ce que ces pays ont, ou est-ce que ces pays ont plus de ressources? Et il y a de nombreuses différences. Tout d'abord, l'Europe n'a pas le grave problème du travail au noir. Avec une pression fiscale qui n'est pas très élevée, la plupart des citoyens payent et la plupart des citoyens sont en état de payer. Ces sociétés ont plus de revenus que les pays du Sud global et les marchés du travail rarement. Ou alors, il y a le niveau d'informalité dans le travail ou de travail au marché noir est moindre. Et donc, d'abord, ils réussissent à réunir plus de financement. Sur le point de vue historique, il y a eu des débats presque éthiques. Il y a une histoire du paiement sur le patrimoine individuel plus profonde qu'en Amérique latine. Et l'autre point, et c'est pour ça que les transformations sont importantes, les transformations de l'état du bien-être et du capitalisme industriel entre les années 40 et 80 et l'économie globalisée, financée, délocalisée entre les 80 et 90 dans tout le monde. Et une grande partie des pays européens sont également dans un problème de moins de financement à cause de l'argent offshore, les transnationales qui abusent et la fiscalisation des grandes entreprises qui cherchent dans ce processus de délocalisation de production à aller dans les juridictions fiscales de façon à éluder le paiement d'impôts. Très bien, Esteban. Merci beaucoup. Nous avons un petit peu de temps avant de passer au deuxième bloc qui serait donc les commentaires de Nelsie et Luis qui sont nos invités. Mais je donne la parole à Nelsie si elle veut. J'ai une question en fait. Essentiellement une question due à mon ignorance, Esteban. Et je l'ai parce qu'en Équateur, il y a quelques années, lors de la deuxième période électorale de Correa, je crois, il a essayé de légiférer avec un impôt sur l'héritage. Et finalement, il y a eu un grand scandale, cela fait scandale. Et ma question est, est-ce que c'est une alternative? Est-ce que c'est pareil que l'impôt sur les richesses individuelles? Est-ce que c'est différent ou pas? Parce que j'aimerais savoir, je suis en train de m'illustrer sur ces sujets, comme beaucoup d'entre nous. Le microphone n'est pas allumé. Maintenant, vous m'entendez. Merci, Nelsie. Nous sommes tous en train d'apprendre parce que ces liens sont nouveaux. Nous avons
Nous y pensons depuis longtemps, mais c'est maintenant qu'on est en train de les rendre concrets. Et à propos de ta question, la richesse individuelle porte sur les déclarations sur l'honneur qu'on fait à propos des revenus annuels. Et il y a une façon de pouvoir trouver un financement supplémentaire qui n'affecte pas sur le droit à la propriété privée. Il me semble qu'on peut générer des mécanismes permettant d'avoir des systèmes plus solidaires à l'heure de recouvrer les impôts. Et j'insiste sur ce point, la structure fiscale de la plupart des pays d'Amérique latine et du Sud global est régressive parce que c'est la consommation qui est taxée, la consommation de biens et la consommation de services. C'est la TVA et presque dans tous les pays, ça porte le même nom. Et il s'agit d'un pourcentage sur le prix du lait. Les secteurs à beaucoup de revenus, à revenus élevés, payent la même taxe que les secteurs qui ont peu de revenus. C'est pour ça que c'est régressif, parce que les secteurs populaires vont payer une plus grosse partie de leur salaire que les pays les plus riches. En ce qui concerne l'héritage, c'est la façon de construire ce système régressif, justement parce que la plupart de nos pays, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage. Donc, il y a beaucoup d'argent qui passe d'une génération à l'autre sans aucun type de fiscalité ou de taxes. La plupart des délais fixes des banques ne payent pas d'impôt. Il y a un excédent financier parce qu'on fait un placement bancaire et il n'y a pas d'impôt là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ce processus de libéralisation du système financier il y a des petites actions qui peuvent avoir des effets sensibles sur le financement et permettant d'avancer vers un système fiscal plus solidaire et plus progressif. Je crois que le centre de la discussion doit être comment générer des sociétés plus solidaires et plus progressives, dans le sens où ce sera ceux qui ont le plus, ceux qui peuvent payer le plus. Et je dis proportionnel parce que les riches payent plus d'impôts que les pauvres. Mais proportionnellement, non, pas toujours. Ce n'est pas toujours ainsi. Donc, voilà le point central. Comment est-ce qu'on peut proportionnellement... Il y a une étude récente publiée par plusieurs chercheurs aux États-Unis qui montre qu'au cours de ces 20 dernières années, proportionnellement, 1% des millionnaires les plus grands payent moins d'impôts que la classe moyenne. C'est un système qui tend à favoriser ceux qui sont hyper méga riches. Donc, ce sont les sujets dont nous devons parler quand on s'assoit aussi avec le secrétaire des politiques publiques ou des politiques de l'éducation de notre gouvernement qui nous dit on aimerait bien faire ça, on aimerait bien que le rapport entre les élèves par rapport au nombre d'élèves par enseignant soit inférieur. On aimerait investir plus dans les infrastructures, livres, etc., mais on n'a pas d'argent. Donc, il faut intégrer dans cette discussion et il faut taxer l'héritage aussi, si c'est ça la question. Merci, Esteban. Merci, Nelsie. Et à propos de la question de Nelsie, j'aimerais demander, Esteban, des expériences positives de réforme en ce qui concerne le système de recouvrement fiscal en Amérique latine, pas nécessairement le cas d'Équateur, il y a le cas de l'Argentine, mais aussi plus adapté au contexte de la pandémie et de la crise. Mais on parle aussi des impôts aux grandes richesses en Bolivie. Est-ce qu'il y a un mapping d'expériences intéressantes, de réformes qui ont déjà eu lieu ou qui ont eu du succès dans le chemin pour rendre les systèmes fiscaux plus équitables?
je crois que c'est un grand défi qu'on a devant nous. Je ne connais pas, il y a eu quelques essais pour transformer le poids des impôts indirects dans la structure fiscale, en particulier la TVA, la taxe à la consommation. Mais une grande partie de la discussion se centre sur le fait de la proposition d'augmenter les taxes aux activités d'extraction. Donc, c'est plus d'impôts à l'exploitation minière, à l'exploitation d'hydrocarbures, de gaz naturel, de produits d'exportation sur les activités agricoles, le soja, le blé, le café, etc. Mais la grande discussion s'est centrée sur qui taxer, comment augmenter les impôts aux activités d'extraction. Et je crois que, bon, ça peut convenir, mais il me semble que nous méritons une discussion plus en profondeur sur les patrimoines, les richesses individuelles. Ce sont des structures qui existent, mais qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est là qu'on a toute une discussion, et peut-être que Luis pourra raconter, Luis Morena de LatinLad, il pourra peut-être les structures fiscales latino-américaines pour pouvoir faire un suivi de ces mesures, toute une réévaluation des biens immeubles de tout un pays. C'est un sujet vaste. Il faut des informations satellitales, de la logistique permettant d'analyser les situations avant et après, des photographies, les photos numériques. Il faut beaucoup de fonctionnaires. Il faut des fonctionnaires spécialisés dans les nouvelles législations internationales. Et une grande partie de la législation internationale est en anglais. Donc, ça peut paraître assez bête, mais c'est déterminant parce que si tu ne comprends pas l'anglais, tu ne pourras pas comprendre le tas de législation à ce sujet. Donc, je dis ça pour qu'on voit des aspects où on peut progresser à court terme. Merci, Esteban. Et si on passe au deuxième bloc, j'aimerais inviter nos commentateurs invités pour faire leurs commentaires au sujet de l'étude. C'est Nelcy Lizarazo, philosophe, master en sciences politiques et relations internationales, activiste pour la non-violence et coordinatrice générale de la CLAD. Et nous avons aussi Luis Moreno avec nous. Luis Moreno, économiste et master en gestion publique, coordinateur de la zone de justice fiscale de LatinLad et coordonnateur du réseau de justice fiscale en Amérique latine et Caraïbes. Et avant de leur donner la parole et dire à Nelcy, qui est déjà là dans les commentaires, je pose la question qui provoque dans la ligne de ce que Esteban commente à propos de la société civile. Comment articuler plus les mouvements de la société civile qui lutte pour l'éducation et la justice fiscale de façon à faire que les deux choses se combinent et il y ait plus de ressources pour l'éducation. Hola Luis, un gusto verte. Bonjour Luis. Merci Fabiola. Alors pour ma part, je ne vais pas vraiment faire des commentaires sur le document. Pour moi, ce document représente vraiment le début d'un chemin, d'un sentier que nous devons parcourir. Et c'est vraiment le premier pas. Et j'espère que ce cheminement ne soit pas très long, si long, vers les résultats concrets. Je parle de la voie du dialogue entre l'économie et les données économiques et le fonctionnement du système économique, d'une part, et les droits
les droits d'autre part, et dans ce cas, le droit fondamental à l'éducation. Je pense que ce rapprochement entre ces luttes qui sont différentes, mais qui finalement vont dans le même sens, quand nous allons vers l'horizon de la justice et de l'équité et des droits et de l'égalité des chances pour toutes et pour tous. Donc voilà, pour commencer, je voulais signaler cela et remercier cette occasion qui nous est donnée par Latindad et CLAD et le soutien aussi d'Action Aid, que je profite pour remercier, pour produire ce premier rapport et également vous annoncer que ce partenariat va se poursuivre pour les 18 prochains mois et donc je suis sûre que nous allons poursuivre cette alliance pour que les choses se mettent en place. Voilà donc pour commencer. À la lecture de ce rapport et en entendant Esteban présenter et expliquer ce rapport, eh bien, cela me fait penser à un certain nombre de choses, mais je vais en citer 3. Tout d'abord, j'ai l'impression que la pandémie, et malgré tout ce côté dramatique qu'elle entraîne, mais quand même, cette pandémie nous donne l'occasion de mettre un certain nombre de problématiques sur la table, problématiques qui, ces dernières années, n'étaient pas abordées. L'une de ces problématiques est celle du financement de l'enseignement, de l'éducation. La semaine dernière a eu lieu la réunion mondiale sur l'éducation organisée par l'UNESCO et cette réunion a été consacrée notamment au financement de l'éducation. Bien entendu, les perspectives sur le financement ne sont pas toutes les mêmes, mais que ce thème se soit retrouvé au centre de cette réunion de ministres et de dirigeants mondiaux sur l'enseignement, eh bien, c'est un geste. Cela nous ouvre des portes pour débattre de nos points de vue et de nos propositions. Et je pense que nous devons profiter de ce moment charnière pour que cette crise que nous vivons actuellement soit une véritable occasion pour aller de l'avant vers le financement public pour notre système d'éducation publique, laïque, gratuit, inclusif, etc., comme nous le savons. Donc ça, voilà, je voulais rappeler cela. C'est une occasion, c'est une opportunité de continuer d'aller de l'avant. Ensuite, autre élément qui me vient à l'esprit à la lecture de ce rapport et en écoutant ce dialogue que nous avons actuellement, c'est qu'il y a un énorme défi depuis l'organisation, non, en fait, même pas depuis des organisations sociales, vraiment depuis la citoyenneté. Je parle des citoyens. Nous, de notre côté, nous avons le défi à relever de cesser d'avoir peur de parler de ce sujet, connaître les données, interpréter les données, apprendre à interpréter les données économiques et apprendre à les utiliser à notre service, à notre faveur. Nous devons pouvoir communiquer de manière simple ces problématiques et pouvoir nous aller vers la narrative commune de nos gens communes et de nos membres et des organisations de la citoyenneté pour qu'ils voient clairement qu'il y a de l'argent, il y a des ressources. Les ressources existent. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Le problème est que ces ressources ne sont pas collectées comme elles devraient et qu'elles ne sont pas redistribuées comme elles le devraient et réinvesties comme elles le devraient. C'est un autre problème, donc.
Mais moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant car il y a une rupture avec la narrative habituelle de la rareté, de la pauvreté, des ressources, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau paradigme, c'est un nouveau discours. Alors, le discours des pays comme quoi ils sont pauvres, qu'il n'y en a pas assez d'argent, que nos États n'ont pas d'argent, etc., eh bien, ils n'ont pas cet argent car ils ne le recherchent pas là où il faut. Et nous devons les pousser à rechercher ces ressources à l'endroit correct et les réinvestissent là où il faut. Autre défi qu'Esteban a mentionné également, nous vivons dans des sociétés capitalistes, des sociétés qui ont des mentalités peu solidaires. En général, les classes moyennes d'Amérique latine et des Caraïbes ont beaucoup de difficultés. Bon, il s'agit de forger des possibilités sociales solidaires, de perdre la peur de lâcher quelques ressources, de se dire on peut partager, on n'est pas nécessaire de tout avoir pour nous, on peut partager. Et ça, c'est un cheminement très long qui est lié à l'éducation. Comment éduquer les nouvelles générations? Qu'est-ce qu'on leur enseigne sur les contenus, sur les nouvelles possibilités de vivre ensemble? Qu'est-ce que l'on doit inclure dans les programmes de nos enseignements, dans les salles de classe pour peu à peu vaincre cette narrative du système, cette narrative individualiste? Nous devons donc apprendre à lâcher prise et sortir de cette logique de l'accumulation et du capital, une logique qui est très enracinée dans nos sociétés, dans les gens. Même peut-être dans nos cas, il va falloir nous examiner. Je pense que c'est vraiment un gros défi à relever, cette question de la co-responsabilité. Pour finir, j'aimerais reprendre une partie de l'intervention de Vernor en représentation de la campagne mondiale de l'éducation. Et à cette occasion, Vernor a dit que ce qu'il nous faut pour l'éducation, c'est la justice fiscale et non pas de la philanthropie. Si l'on avait une justice fiscale, eh bien, ces ressources suffiraient. Donc voilà, pour finir et pouvoir donner la parole à Louis. En tout cas, je pense que ce document est vraiment très intéressant, nous ouvre d'énormes possibilités. Nous pouvons continuer d'apprendre et d'aller de l'avant grâce à ce document. Donc, merci Esteban de cette étude, merci l'Actividad, merci le réseau d'avoir accepté de monter à bord si rapidement et merci de cette alliance si belle que nous avons réussi à forger. Merci beaucoup, Nelsie. Avant de passer la parole à Louis, nous avons une question du public de Mariana Laporte qui dit « Comment et où pouvons-nous faire cette construction sociale pour contrecarrer cette injustice fiscale que nous vivons ?» Nous devons d'abord comprendre bien ce sujet et faire que tout le monde comprenne ce sujet. J'aimerais désormais donner la parole à Luis. Oui, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de cette invitation et saluer tous les participants de ce congrès régional d'expérience éducative et surtout de ce module sur la justice fiscale. J'aimerais également féliciter Esteban
pour ce travail vraiment exhaustif qui a permis de vraiment d'amorcer cette articulation entre les réseaux qui se consacrent à l'éducation et à la justice fiscale. Et c'est vraiment un premier pas et il est essentiel d'avoir davantage de ressources pour le système de l'enseignement. Et donc, remercier vraiment ce rapprochement. Remercier le travail de CLAD, de la Fondation CES, avec laquelle nous avons articulé ces débats sur la justice fiscale. J'aimerais, après ces remerciements, j'aimerais signaler quelques éléments intéressants qui sont apparus de ce document sur lequel a travaillé Esteban. Dans un contexte vraiment très particulier de ces 2 dernières années où la pandémie a vraiment causé de gros dégâts dans les systèmes de protection sociale, santé, alimentation, logement, éducation et même en creusant les inégalités et les inégalités de genre. Des milliers de personnes sont touchées par ces effets dévastateurs, notamment les femmes. Et les enfants sont très touchés par cette pandémie. La pauvreté s'est fortement accentuée. Nous avions à peu près 30% de la population était pauvre et maintenant nous avons 34% de la population pauvre en 2020 et les données pour l'extrême pauvreté est semblable, elle a beaucoup augmenté. Et bien, nous avons à peu près 20 millions de nouveaux pauvres et c'est vraiment une donnée importante. Et on voit aussi les dégâts sur la création d'emplois, sur le taux de chômage a augmenté de près d'1 point par rapport à l'année 2020 et par rapport à 2019, n'en parlons pas. Alors, donc, le chômage a beaucoup augmenté et les inégalités, notamment de genre, se sont véritablement creusées. Et cette crise a aussi eu un impact sur le bien-être de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, etc. Et il y a également beaucoup d'effets sur le système d'éducation malgré tous les efforts qui avaient été accomplis avant la pandémie. Et comme l'a dit Nelsie, c'est quand même des occasions et des défis pour restructurer le financement des politiques et pouvoir récupérer des ressources qui, comme a dit Esteban, viennent de comment les grandes corporations utilisent différents mécanismes pour faire de l'évasion fiscale et comme ça, bien des ressources sont transférées vers des paradis fiscaux et offshore. Et donc, il y a là un gros défi à relever. De estos recursos, desafíos de nuestros países, donde también las diversas organizaciones. Également, ces organisations à niveau global, national, transnational ont un important travail et exposent justement les divers mécanismes des grandes entreprises transnationales qui ont les grandes richesses, le rôle qui est joué par les gouvernements dans ce sens et le rôle qui est joué aussi par un système fiscal international qui est dirigé par un petit groupe de pays qui sont ceux qui dictent les normes internationales et que nous devons assumer comme si elles étaient les nôtres. Et donc, il est vrai que dans ce contexte, le rôle de la politique fiscale a montré d'une certaine façon être un élément important, puissant pour aborder la crise en Amérique latine. Peut-être pas assez
autant que nous le voudrions, mais cela a aidé certains pays de la région à adopter divers paquets qui ont aussi des avantages fiscaux pour répondre à la crise. Et ce qui fait que la pauvreté n'a pas été ressentie comme aussi grande qu'elle l'est, mais la pandémie nous a montré également nos diverses réalités que nous avons dans nos pays et pour faire face aux différents défis en ce qui concerne le système de bien-être social de nos populations. Donc, le document d'Esteban nous met en direction de cette voie. Sur cette voie, c'est un parcours rapide pour voir la problématique de l'érosion des bases fiscales, quels sont les mécanismes utilisés par les pouvoirs corporatifs et les grandes richesses, l'impact que cela a et les moments marquants où les diverses organisations de la société civile et les différents gouvernements ont mis un exergue pour construire des systèmes plus justes, transparents, progressifs, comme disait Adriana au début de la présentation, pour éviter que ce soit ceux qui ont le moins qui aient à soutenir le développement de leur vie, mais que ce soit dans un contexte de progressivité fiscale, dans ce pacte social qui demande que ceux qui ont le plus contribuent le plus aussi pour le financement. Et les données intéressantes qui ont surgi ces dernières années, ce sont des travaux, par exemple, présentés par Tassia Neighbors il y a quelques jours. Nous avons eu la présentation des dernières données de fraude et d'abus fiscal. Et au niveau global, cela représente 483 milliards de dollars qui se perdent à cause des pratiques des grandes entreprises et des grandes richesses pour éroder les bases fiscales. Et cela se passe dans un contexte dans lequel nous avons vu également que les grandes richesses, et en particulier en Amérique latine, on les a vues aussi augmenter. Et les richesses sont passées presque à 480 milliards de dollars, presque le double de l'année précédente. Et cela montre une fois de plus que ce groupe, cette élite de pouvoir, justement, génère cette dérégulation fiscale internationale et les gouvernements de nos pays devraient justement exercer un rôle important pour contrôler le mouvement de ces actifs, pas nécessairement dans un cadre où ce sont des groupes de pays qui dictent les normes, mais comme l'a dit Esteban dans sa présentation, que ce soit un travail avec une égalité des chances où les intérêts des pays en développement soient aussi intégrés dans les propositions et soient intégrés dans le débat et dans le travail au niveau international. Et l'espace, justement, des Nations Unies est un travail, un espace spécifique et important où, au cours des dernières années, nous avons pu travailler dans le sens de la construction de cet effort avec un organisme intergouvernemental des Nations Unies. Mais il y aura toujours des intérêts des pays centraux et des grandes puissances qui ne vont pas nous laisser mettre en place d'une certaine façon ou doter de plus d'efforts et de plus d'outils les pays du Sud. Mais c'est un défi que nous devons aborder. Et nous sommes en train de l'aborder. Et dans ce sens, tout le travail réalisé par Esteban nous parle de cela. Et même les relations de pouvoir et qui derrière les politiques fiscales, parce que souvent dans nos pays, les différentes politiques que nos pays assument pour pouvoir récupérer justement cette grande quantité de ressources qui quittent nos pays
40 milliards de dollars par an perdent les pays d'Amérique latine, d'après la dernière étude mais sur un petit groupe d'entreprises et de grandes richesses. La CEPAL estime que ce sont 5 milliards de dollars annuels à cause de l'évasion fiscale. Donc, dans ce contexte, le travail de la récupération justement de ces ressources est absolument importante pour pouvoir aborder le financement de nos politiques publiques et dans ce cas, le financement de l'éducation de nos pays. Il y avait une donnée très importante et que j'ai pris du document d'Esteban qui a à voir avec le cas du Guatemala. C'est le thème du financement. Il disait que le Guatemala faisait des investissements rachitiques au cours de ces 5 dernières années. L'investissement en enfance et adolescence a été à peine inférieur à 3% du PIB, alors que on voit aussi que c'est complètement inefficace. Et la CEPAL signalé à propos de cela que l'investissement dans l'éducation est nécessaire pour casser le circuit pervers de la vulnérabilité et l'exclusion aux bénéfices économiques de l'inégalité. Un enfant mal nourri, malade, sans accès aux services de santé dans le contexte de la pandémie et sans accès à la connectivité, ce sont des problèmes qui, d'une façon ou une autre, vont jouer sur la productivité, l'accès à l'éducation ou l'efficacité. Donc, ce sont des problèmes qui sont reliés et qu'il faut continuer à résoudre. Et la politique fiscale joue un rôle important dans ce contexte. Donc, il y a aussi un rôle important des gouvernements aussi à jouer pour pouvoir récupérer le financement et mettre en place des mesures qui, dans ce contexte, peuvent aussi être progressives. Certaines, comme l'a dit Esteban dans sa présentation, comme la récupération des impôts sur les terrains, mettre fin à l'abus fiscal et même intégrer l'impôt sur les grandes fortunes qui, en tant qu'organisation de société civile, nous avons commencé une campagne il y a quelques années avec le réseau de justice fiscale d'Amérique latine et Caraïbes et avec CES, nous avons essayé de lancer ce débat dans la région et essayer de récupérer justement les ressources ou une partie des ressources des grandes richesses qui pourraient aider d'une certaine façon à promouvoir ou à développer différents aspects du bien-être social dans le contexte de la pandémie dont nos pays avaient besoin. Donc, il y a eu des efforts importants dans la région. L'Argentine a eu cet apport unique sur les grandes richesses. La Bolivie a eu un impôt sur les grandes fortunes et ils ont pu récupérer bien plus que ce qu'ils espéraient. Et une partie de ces ressources a été justement destinée au bien-être et au renforcement de certains secteurs pour pallier aux besoins des familles. Et différentes initiatives législatives ont eu lieu aussi tout au cours de cette année dans différents pays, et en Colombie, Chili, Pérou, Brésil, etc. Mais il y a besoin d'une décision politique de la part des gouvernements et modifier les structures fiscales, comme on a dit, qui sont régressives. Et d'autres alternatives aussi qu'on peut continuer à aborder, comme l'évaluation des encouragements fiscaux qui se chargent de ces politiques et aussi les taxes sur les impôts, comme on disait pour l'Équateur et d'autres pays, bien que souvent, après une proposition législative du gouvernement, il y a souvent aussi un manque d'information très grand pour les citoyens
Justement, le lobby corporatif et les intérêts fait que ces propositions paraissent qu'elles vont affecter les gens qui ont le moins, alors que c'est tout le contraire, c'est un apport des grandes richesses ou des grands qui peuvent contribuer dans ce contexte. Luis, excuse-moi, oui, je finis. Merci à Esteban et aussi aux organisateurs pour cette participation. Merci beaucoup, Luis. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais il est temps de finir. Il nous reste à peine 3 minutes. Donc, pendant ces 3 minutes, je voudrais vous inviter à 1 minute, faire un commentaire final avec le public et comme ça, on termine. Donc, je profite et fais l'invitation pour que vous allumiez vos caméras pour faire une photo finale et pour que toute cette participation, on en garde un souvenir. Peut-être on peut commencer avec toi, Esteban, pour encadrer cette fin. Oui, brièvement. Je suis ravie que ce document ait pu être fini. C'est l'union des forces entre Fondation CES, le réseau de justice fiscale, la CLAD et d'autres acteurs encore, plus de masse critique et plus d'études. Et parce que l'économie est une science dont pour que l'économie soit une science dont on peut tous parler, s'en approprier et transformer. Merci. Luis, tu veux ajouter quelque chose? Ou est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais? Est-ce qu'on passe à Nelsie? Ou tu veux ajouter quelque chose? Non, juste dans la ligne de ce que disait Esteban, remercier l'invitation. Et c'est un pas initial pour unifier des forces, unir des forces dans des organisations qui travaillent en matière d'éducation et de justice sociale et s'ajouter dans un mouvement social plus large et dans le cadre de l'éducation. Merci. Merci bien. Nelsie. Je crois que devant vous, nous avons un défi passionnant et je crois que depuis la CLAD, cela fait longtemps que nous nous battons sur le thème du financement de l'éducation publique et il me semble qu'il faut avancer sur cette route et nous prendre en charge justement dans le sens de comprendre et proposer avec des arguments de façon à pouvoir obtenir et commencer les débats dans lesquels nous devons être présents et ne pas laisser ces débats à d'autres ou seulement à d'autres. Cela me semble fondamental. Je crois que c'est un défi énorme pour nous défenseurs des droits humains à l'éducation. Et en général, je crois que pour tous les défenseurs de tous les droits humains, dans le sens de nous former pour pouvoir maîtriser le langage des débats, des puissances, c'est important, c'est stratégique et nous devons y arriver. C'est un défi et il faut l'assumer. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Nous allons donc mettre fin à ce panel. Merci à Adrián Falco, mon collègue de modération. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Listo, vamos fuera del aire. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los intérpretes. Muy bueno. Gracias Gracias a los todos. intérpretes. Muchas gracias. Y a Pablo que nos enseñó un montón. Hoy Pablo nos enseñó de todo. Una pavada. Gracias por todo. Hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Chao, chao. Fabiola. Chao, chao. Besos, chao. Bien, vos estás como moderadora, como sea que Sí, lo llamen Zoom. ahí finalizó todo. Voy Dale. a armar unos mates. Tengo el Dale, culo dale. cuadrado de estar sentada, boludo. Bueno, se está grabando, me parece bárbaro eso.
Nada pasa. No, no se está grabando. Sí, sí. Sí, se está grabando. Bueno, chau, chau. Chau, chau.